Fermez les yeux et laissez votre esprit s'évader pendant que nous voyageons à travers l'univers Pokémon. Des secrets cachés dans les jeux, aux histoires méconnues de l'animé et au-delà, ces détails apaisants vous guideront vers un sommeil paisible. Alors installez-vous confortablement et laissez l'aventure vous emporter dans vos rêves. Quand on pense au début de Pokémon, l'un des détails les plus mystérieux et souvent oubliés est le document de présentation original que Game Freak a présenté à Nintendo. Dans ce document, les créateurs décrivaient le concept de Pokémon comme un monde où les créatures ne pouvaient être collectées et connectées par des câbles. Ça peut sembler simple aujourd'hui, mais à l'époque, au début des années 1990, les jeux portables offraient généralement des expériences courtes et simples. L'utilisation du câble de liaison de la Game Boy pour connecter les joueurs était révolutionnaire. Avant Pokémon, le câble servait surtout pour des matchs compétitifs comme Tetris Pokémon l'a transformé en outil de coopération, d'échange et d'amitié, jetant les bases de l'une des expériences de jeu les plus sociales de son époque. L'un des premiers designs créés pour la série était une petite créature ressemblant à un ballon qui deviendrait par la suite Melofée. Il a été utilisé dans les versions de test pour vérifier comment la Game Boy pouvait gérer les mouvements et les animations de combat. Melofée avait un design si simple qu'il permettait aux développeurs d'expérimenter librement avec les dimensions et les animations d'attaque. Ce qui a commencé comme une expérimentation est rapidement devenu l'une des espèces les plus emblématiques, au point d'être envisagée comme mascotte de la franchise avant que Pikachu ne soit choisi. Le nom Pokémon lui-même n'était pas le titre original du projet. À ses débuts, il s'appelait Capsule Monster. En référence au distributeur de jouets capsules populaires au Japon, les joueurs mettaient des pièces dans ces machines et recevaient de petites figurines scellées dans des boules en plastique. Ce phénomène culturel a fortement influencé la création de la Pokéball, un objet qui reproduisait le frisson réel d'ouvrir une capsule pour découvrir une surprise à l'intérieur. Lors de la programmation des premiers jeux, les limitations de mémoire de la Game Boy ont forcé l'équipe à être ingénieuse. Plusieurs espèces comme Rhinophéros, Ectoplasma et Kangourex partageaient des cris recyclés qui n'étaient que légèrement modifiés en hauteur. Ces fichiers audio réutilisés ont permis aux développeurs d'inclure plus de créatures dans la cartouche tout en donnant à chacune une identité distincte. Beaucoup de fans n'ont jamais réalisé que leurs cris préférés étaient des variations du même court extrait sonore. Les villes de la région de Kanto portaient des noms de couleurs, un thème subtil choisi par les concepteurs. Bourg-Palette représentait une palette vierge où le voyage du joueur commencerait, tandis que des endroits comme Lavanville, Azuria et Carmin-sur-Mer portaient des noms liés à des teintes de couleurs. Ce choix de design donnait un thème simple mais unificateur à la carte qui s'inscrivait dans l'idée créative de peindre une aventure à partir d'un départ vierge. Une décision de conception curieuse concernait le calcul des coups critiques dans les premiers jeux. Au lieu d'être liés aux attaques individuelles, les coups critiques étaient déterminés par la statistique de vitesse de chaque Pokémon. Cela signifiait que les créatures rapides comme Electrode ou Persian avaient une chance bien plus élevée de porter des coups critiques que les espèces plus lentes. Cela créait des problèmes d'équilibre, mais rendait aussi les combats imprévisibles puisqu'une seule frappe rapide pouvait renverser la situation. L'idée des fossiles dans la série a été directement inspirée par la fascination du Japon pour la paléontologie. Les Pokémon fossiles comme Kabutops et Amonistar reflétaient l'émerveillement de faire revivre des créatures disparues depuis longtemps à partir de la pierre. Les développeurs ont inclus cette fonctionnalité pour donner aux joueurs le sentiment que le monde de Pokémon existait depuis des millions d'années, bien avant les événements du jeu. Cela ajoutait une profondeur inattendue, suggérant des couches d'histoire derrière les régions que les enfants exploraient. Un autre fait amusant, le tout premier rival, connu sous le nom de Blue dans les versions anglaises, a été écrit comme un contrepoint arrogant aux joueurs. Il était conçu pour toujours choisir le starter qui avait un avantage sur le vôtre, faisant de son équipe une menace constante. Les développeurs ont admis plus tard qu'ils voulaient
que les enfants ressentent une satisfaction particulière chaque fois qu'ils le battaient, le rival était intentionnellement créé pour être irritant afin que la victoire soit d'autant plus douce. Dans la génération Johto, les Pokémon chromatiques ont été introduits pour surprendre les joueurs. Pour s'assurer que chaque enfant vive ce frisson, les développeurs ont placé une rencontre garantie avec le Léviator rouge au lac Colère. Ce moment est devenu l'un des événements les plus inoubliables de la série, puisqu'il démontrait que les Pokémon pouvaient exister dans des couleurs alternatives uniques. Beaucoup de fans se souviennent de cette rencontre comme leur tout premier Shiny. Le tout premier film Pokémon, Mewtwo contre-attaque, était un tel événement culturel au Japon que les écoles ont signalé une baisse de fréquentation le jour de sa sortie. Les enfants séchèrent les cours pour le voir dans les cinémas où ils recevaient des cartes à collectionner exclusives. Le film abordait des thèmes étonnamment profonds sur le clonage et l'identité, élevant la franchise au-delà de la simple aventure. Pour beaucoup de fans, voir Mewtwo combattre Mew sur grand écran reste l'un des souvenirs marquants de leur enfance. L'une des premières illustrations conceptuelles a révélé que le tout premier Pokémon jamais conçu était Rhinophéros. C'est pourquoi, en consultant le code du jeu, Rhinophéros apparaît souvent en haut des listes internes. Beaucoup de statues qui apparaissent dans les premières arènes et centres Pokémon sont en fait des modèles de Rhinophéros placés comme éléments décoratifs avant que les développeurs n'aient eu le temps de créer de la variété. Bien que Rhinophéros ne soit pas considéré comme une mascotte, son importance en tant que premier Pokémon entièrement conçu lui donne une place spéciale dans l'histoire de la franchise. Un autre fait fascinant concerne l'écran de saisie du nom du rival dans les jeux originaux de Kanto. Quand on demandait aux joueurs de donner un nom à leur adversaire, beaucoup choisissaient des surnoms insultants ou amusants. Les développeurs ont admis plus tard que c'était intentionnel, puisqu'ils voulaient que les enfants aient le sentiment de s'approprier leur rival. Même s'il s'appelait officiellement Blue en anglais et Green au Japon, les joueurs lui ont donné des milliers de noms uniques, créant des rivalités personnalisées que deux enfants n'ont jamais vécues de la même manière. Le parc Safari a introduit un style de capture unique différent des combats habituels. Au lieu d'affaiblir d'abord un Pokémon, les joueurs utilisaient des appâts, des pierres et des Safari Balls. L'idée était de reproduire l'expérience réelle d'un safari où le temps et les ressources étaient au limité. Les créatures les plus insaisissables, comme le Veinar, étaient extrêmement difficiles à capturer, ce qui en faisait des légendes du parc safari. Le mécanisme du compteur de pas ajoutait de la tension, obligeant les joueurs à choisir soigneusement où passer leur temps avant d'être escortés dehors. Une autre fonctionnalité négligée dans les jeux originaux était le mécanisme d'argent. Quand les joueurs perdaient à des combats, une partie de leur argent était prise et envoyée à leur mère. Bien que cela semblait être juste un détail amusant, c'était destiné à donner un côté positif aux défaites. Dans les jeux Johto, ce mécanisme s'est étendu avec la mère du joueur qui économisait de l'argent pour acheter des objets utiles comme des décorations ou des potions. Cela donnait l'impression que la famille du joueur était plus active dans le voyage, ajoutant de la chaleur à l'aventure autrement solitaire. L'inclusion de l'infirmière Joël dans chaque centre Pokémon venait des retours lors des premiers tests de jeu. Les enfants associaient fortement son sprite à des sentiments de sécurité et de gentillesse. Les développeurs ont donc décidé qu'elle devait rester une présence constante dans toutes les régions. Malgré des designs différents dans l'anime, le sprite en jeu a toujours maintenu son rôle de figure rassurante, une façon subtile mais puissante de donner aux joueurs un sentiment de sécurité. Une mécanique particulièrement étrange dans les jeux Kanto était le calcul de la précision des attaques. Bien que les attaques aient des valeurs en pourcentage comme 95% ou 70% de précision, le codage interne utilisait des formules qui les faisaient parfois se comporter différemment que prévu. C'est pourquoi des attaques comme Fatal Foudre rataient plus souvent que leur pourcentage ne le suggérait. Ce problème venait d'un bug dans le code qui arrondissait les valeurs de manière incorrecte. La Tour Lavande était l'une des zones les plus effrayantes des jeux Pokémon. Son thème musical lugubre et ses histoires de fantômes de Pokémon décédés
créait une atmosphère qui mettait mal à l'aise même les joueurs les plus courageux. Beaucoup d'enfants se souviennent avoir été perturbés par cette zone, en particulier par la rencontre avec Ossa Tueur portant le crâne de sa mère décédée. Ce moment ajoutait une profondeur émotionnelle rare pour un jeu destiné aux enfants. L'île de Cramoisil était conçue comme une zone de fin de jeu où les dresseurs pouvaient tester leurs compétences contre des adversaires puissants. La présence du manoir Pokémon ajoutait du mystère avec ses journaux de recherche laissant entendre des expériences sur Mew et la création de Mewtwo. Cette construction narrative subtile ajoutait des couches de tradition qui s'étendraient bien au-delà du jeu lui-même. Un autre détail souvent négligé est que la stratégie de combat était profondément influencée par les types. Le tableau de types créait un système de pierre-papier-ciseaux qui encourageait les joueurs à penser stratégiquement plutôt que de se fier uniquement aux statistiques brutes. Cette profondeur tactique était essentielle au succès du jeu puisqu'elle récompensait la connaissance et la planification plutôt que le simple grinding. La Ligue Pokémon a été conçue comme le défi ultime. Les 4 ont été créés pour tester différents aspects de la stratégie d'un dresseur. Olga se concentrait sur la glace, Aldo sur les combats, Agatha sur les poisons et spectres, et Peter sur les dragons. Chacun représentait une spécialisation différente, obligeant les joueurs à équilibrer leurs équipes plutôt que de se fier à un seul type fort. Le rival final attendant au sommet était un twist narratif mémorable. Après avoir vaincu les 4, les joueurs s'attendaient à affronter le champion pour découvrir à la place que leur rival les avait devancés. Ce moment était narrativement puissant parce qu'il montrait la progression du rival tout au long du jeu, aboutissant à un affrontement qui ressemblait à une vraie conclusion de l'histoire. L'importance du professeur Chen dans les premiers jeux ne peut être sous-estimée. En tant que figure tutorielle, il guidait les joueurs à travers les bases de la capture, du combat et de la collection. Sa voix douce et ses conseils patients rendaient l'apprentissage du jeu naturel et sans stress. Le laboratoire du professeur Chen est devenu un modèle pour les régions futures, établissant la tradition du professeur local, offrant des starters et des conseils. Le système de badge était plus qu'un simple mécanisme de progression. Chaque badge débloquait de nouvelles capacités en dehors des combats. Comme utiliser coupe ou surf en dehors de la bataille, cela donnait aux joueurs un sentiment d'accomplissement tangible puisque le monde s'ouvrait progressivement à mesure qu'ils collectaient plus de badges. C'était une façon intelligente de lier la progression narrative à l'exploration du jeu. Le légendaire trio d'oiseaux, Articodine, Elector et Sulfura, représentaient les éléments de glace, d'électricité et de feu. Leur placement dans des endroits isolés et dangereux, comme la centrale électrique et l'île Écume, en faisaient des objectifs dignes d'exploration. Capturer ces Pokémon légendaires donnait un sentiment d'accomplissement, puisque cela nécessitait planification, ressources et un peu de chance. Le concept de méga-évolution, introduit dans les générations ultérieures, a finalement réalisé l'idée originale de permettre aux Pokémon de transcender leur forme normale. Bien que non présentes dans les jeux originaux de Kanto, les méga-évolutions étaient une extension naturelle de la philosophie du jeu selon laquelle les Pokémon pouvaient évoluer et grandir aux côtés de leurs dresseurs. La connexion entre le jeu et l'anime créait une boucle de rétroaction fascinante. Les personnages de l'anime comme Sacha, Ondine et Pierre devenaient des figures reconnaissables qui influençaient la perception des jeux par les joueurs. Inversement, les événements du jeu inspiraient des épisodes et des arcs narratifs dans l'animé, créant une continuité transmédiatique qui enrichissait les deux formats. Les cartes à collectionner Pokémon ajoutaient une autre couche à l'expérience. Les enfants qui jouaient au jeu et regardèrent l'animé collectaient aussi des cartes, créant un écosystème complet autour de la franchise. Les cartes holographiques rares, comme Dracofeu, devenaient des trésors de cours d'école, alimentant le commerce et la compétition entre pairs. Un fait moins connu sur les premiers jeux est que les développeurs incluaient des easter eggs cachés et des références destinées aux joueurs les plus dévoués.
des PNJ avec des dialogues uniques, des objets cachés nécessitant une exploration minutieuse, et même des références subtiles à d'autres franchises de Nintendo étaient dispersées dans le jeu. Ces détails récompensèrent la curiosité et encourageaient une exploration approfondie. La conception du Pokédex lui-même était inspirée par les encyclopédies de collecte. L'idée de compléter un catalogue de créatures résonnait avec le désir naturel des enfants de collectionner et de catégoriser. Le Pokédex donnait aux joueurs un objectif clair au-delà de la simple progression narrative: transformer chaque nouvelle capture en un petit moment de succès. L'introduction du cycle en tant qu'outil de transport changeait la façon dont les joueurs naviguaient dans le monde. Avant d'obtenir le vélo, la marche pouvait sembler lente, en particulier sur de longues distances. Le vélo était un outil de libération qui permettait une exploration plus rapide, tout en nécessitant que les joueurs gagnent d'abord le badge foudre pour pouvoir l'utiliser. C'était un autre exemple de progression lié aux réalisations. La grotte azurée était l'une des zones les plus emblématiques de Kanto. Accessible uniquement après avoir terminé l'histoire principale, elle servait de donjon post-jeu où Mewtwo attendait trouver et capturer. Mewtwo était l'un des moments les plus satisfaisants du jeu puisqu'il représentait à la fois le défi ultime et la récompense ultime. La créature la plus puissante était gardée jusqu'à la fin, assurant que l'aventure ne se terminait jamais vraiment. La conception de Mewtwo lui-même a été façonnée par les thèmes de création artificielle et de pouvoir incontrôlé. En tant que clone de Mew créé par des expériences scientifiques, Mewtwo représentait les dangers de jouer à Dieu. Cette profondeur narrative ajoutait du poids à la rencontre puisqu'il ne s'agissait pas seulement de capturer un Pokémon fort, mais d'affronter une créature née de l'ambition et de l'orgueil humain. L'inclusion de Mew, en tant que secret caché, ajoutait à la mythologie. Officiellement non obtenu par des moyens normaux, Mew devenait un sujet de légendes urbaines et de secrets de cours d'école. Beaucoup d'enfants affirmaient connaître quelqu'un qui l'avait obtenu, mais peu pouvaient prouver comment. Cette ambiguïté alimentait la fascination pour le Pokémon le plus rare. Un autre aspect fascinant des premiers jeux était la musique composée par Junichi Masuda. Chaque ville et chaque route avait son propre thème distinctif qui créait une identité mémorable. Le thème de Bourg-Palette évoquait l'innocence et les nouveaux départs, tandis que le thème de l'avant-ville créait de l'inquiétude. La musique n'était pas juste un fond sonore, mais un outil narratif qui façonnait la façon dont les joueurs percevaient chaque lieu. Le thème du centre Pokémon est devenu l'un des morceaux les plus reconnaissables de la franchise. Simple et réconfortant, il signalait un lieu de repos et de récupération. Ce jingle court mais mémorable est resté largement inchangé à travers les générations, devenant un élément de confort familier pour les joueurs revenant dans la série après des années d'absence. Le système de stockage des PC introduit par Bill était une solution intelligente à la limite de 6 Pokémon que les joueurs pouvaient transporter. Cela permettait aux collectionneurs de saisir et de stocker des centaines d'espèces sans sacrifier la stratégie de leur équipe actuelle. Bill, en tant que scientifique excentrique, ajoutait du charme au système, le rendant narrativement intégré plutôt que juste une fonctionnalité mécanique. L'arène d'Argenta, avec Giovanni comme leader, ajoutait une touche dramatique à l'histoire. Les joueurs ne réalisaient que plus tard que le leader de cette arène était aussi le patron de la Team Rocket. Ce double rôle créait une tension narrative puisque battre Giovanni à l'arène ne suffisait pas, il devait aussi être arrêté dans ses plans criminels. La Team Rocket elle-même représentait un antagonisme comique mais menaçant. Leur plan de voler et d'exploiter les Pokémon donnait aux joueurs un ennemi clair à combattre. Les sbires de la Team Rocket apparaissaient dans des lieux clés comme le Pont Pépite et la Tour Lavande, créant des rencontres mémorables qui interrompaient le voyage autrement paisible. Le concept de maître de capacité ajoutait une autre couche à la personnalisation. Ces personnages pouvaient apprendre aux Pokémon des attaques qu'ils avaient oubliées ou des capacités exclusives. Cela donnait aux joueurs la flexibilité de remodeler leurs équipes sans recommencer de zéro, rendant l'expérimentation avec différentes stratégies plus accessible. L'introduction de la reproduction dans les jeux Johto a révolutionné la façon dont les joueurs pensaient à leurs équipes.
Soudain, il était possible de créer des Pokémon avec des caractéristiques et attaques spécifiques transmises de génération en génération. Cela ajoutait une profondeur stratégique qui récompensait la planification et la patience, créant tout un nouveau niveau de jeu compétitif. Les objets tenus étaient une autre innovation qui changeait le combat. Soudain, les Pokémon pouvaient apporter des objets comme des baies ou des restes qui activaient des effets pendant la bataille. Cette simple mécanique ajoutait d'innombrables possibilités stratégiques puisque le bon objet au bon moment pouvait renverser un combat entier. Le système de bonheur introduit avec les jeux Johto ajoutait une couche émotionnelle. Certains Pokémon évoluaient seulement s'ils avaient un haut niveau de bonheur, encourageant les joueurs à prendre soin de leurs créatures. Des mécanismes comme marcher avec eux, leur donner des vitamines et éviter qu'ils s'évanouissent construisaient un lien qui ressemblait à de véritables soins. L'inclusion de zones horaires dans Johto rendait le monde plus vivant. Différents Pokémon apparaissaient le jour et la nuit, et certains événements n'étaient disponibles qu'à des moments spécifiques. Cela encourageait les joueurs à revisiter des zones à différents moments, découvrant de nouvelles rencontres et secrets qu'ils auraient pu manquer autrement. Les événements légendaires impliquant Lugia et Ho-Oh ajoutaient de grandes quêtes épiques à Johto. Ces Pokémon n'étaient pas simplement assis dans des grottes attendant d'être capturés. Ils étaient tissés dans la mythologie de la région. La tour ferraille, la tour cendrée et les cloches spéciales créaient un sentiment que ces légendes étaient liées à l'histoire même du monde. L'introduction du Pokématos dans Johto était une avancée qualité de vie significative. Cet appareil tout en un combinait des fonctions comme une carte, une radio et un téléphone, simplifiant l'interface utilisateur tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. La radio permettait même aux joueurs d'écouter de la musique et des émissions, ajoutant une couche culturelle au monde du jeu. Le système de numéros de téléphone permettait aux dresseurs de rappeler les joueurs pour des rematchs. Cela créait un sentiment que le monde continuait à vivre au-delà des rencontres initiales. Les dresseurs prenaient des niveaux et revenaient plus forts, donnant aux joueurs des opportunités constantes de combat et de gain d'expérience. L'ajout du Pokéathlon dans les remakes Heart Gold et Soul Silver ajoutait des mini-jeux qui mettaient en valeur les capacités des Pokémon au-delà du combat. Des épreuves comme les courses de vitesse, les sauts et les concours de force donnaient aux joueurs une autre façon d'interagir avec leurs créatures, célébrant leur qualité unique d'une manière amusante et engageante. Le Safari Photo dans Johto était une variation charmante du parc Safari. Au lieu de capturer, les joueurs prenaient des photos de Pokémon dans leurs habitats naturels. Ce changement de rythme offrait une expérience relaxante qui récompensait l'observation et la patience plutôt que le combat, montrant que Pokémon pouvait être apprécié de multiples façons. La forêt de Jade était un labyrinthe mystérieux rempli de dresseurs bugs et de rencontres rares. Naviguer dans ces chemins sinueux testait la mémoire et les compétences de navigation des joueurs. C'était l'une des premières zones à vraiment défier les nouveaux joueurs, servant de porte d'entrée pour des environnements plus complexes à venir. Le phare de Doublonville ajoutait un élément de quête d'histoire secondaire. Aider le pharaon malade en trouvant un médicament demandait aux joueurs d'aller au-delà de la voie principale et d'explorer des zones facultatives. Ces petits actes de gentillesse ajoutaient de la profondeur émotionnelle au jeu, renforçant le thème de compassion envers les Pokémon. Le lac Colère n'était pas seulement célèbre pour son Léviator rouge, mais aussi pour l'intrigue de la Team Rocket, forçant l'évolution des Magikarp. Cette histoire, sombre de manipulation et de cruauté envers les Pokémon, ajoutait de la gravité aux actions de la Team Rocket, les élevant de simples voleurs à véritables méchants. La grotte argentée servait de donjon post-jeu ultime dans Johto. Accessible seulement après avoir battu les 4 et obtenu tous les badges, elle abritait Red, le protagoniste des jeux Kanto. Combattre Red au sommet de la montagne était un moment de cercle complet puisque les joueurs affrontaient la version de leur propre voyage passé. Red, en tant que personnage, représentait le joueur silencieux idéal, sans dialogue
Et avec une équipe de niveau incroyablement élevé, il incarnait la progression ultime. Le battre donnait un sentiment de clôture puisque cela symbolisait surpasser le héros de la génération précédente. Le système de Pokérus ajoutait un élément de chance rare. Cette infection bénigne doublait les gains de statistiques d'effort, rendant l'entraînement beaucoup plus efficace. Beaucoup de joueurs ne rencontraient jamais le Pokérus naturellement, mais ceux qui le faisaient appréciaient ses avantages, ajoutant une autre couche de profondeur au méta-jeu d'entraînement compétitif. Le concept de statistiques individuelles et de valeur d'effort introduisait une profondeur cachée. Bien que non visible pour les joueurs occasionnels, ces mécanismes créaient de la variabilité entre les Pokémon individuels. Deux Dracofeu pouvaient avoir des forces différentes selon leur entraînement, récompensant les joueurs qui comprenaient ces systèmes cachés. L'introduction des natures dans la 3e génération ajoutait encore une autre couche de personnalisation. Chaque nature augmentait une statistique tout en diminuant une autre, signifiant que même des Pokémon identiques pouvaient avoir des performances radicalement différentes. Cela encourageait les joueurs à réfléchir attentivement à la construction de leurs équipes plutôt que de suivre simplement des listes de niveaux. Le concept de capacité spéciale introduit dans la 3e génération transformait le combat. Soudain, les Pokémon avaient des effets passifs qui activaient automatiquement, ajoutant de la complexité stratégique. Des capacités comme Intimidation, Tempo Perso et Torrent créaient de nouvelles dynamiques qui récompensaient la connaissance et la planification. L'introduction de double combat ajoutait une toute nouvelle dimension stratégique. Soudain, la synergie entre partenaires comptait et des attaques qui touchaient plusieurs cibles ou protégeaient des alliés devenaient précieuses. Cela créait un méta-jeu distinct du simple combat 1 contre 1, élargissant la profondeur compétitive de la série. Les concours Pokémon dans la 3e génération offraient une voie alternative au progrès. Au lieu de combattre, les joueurs présentaient de leurs Pokémon dans des catégories comme beauté, grâce ou intelligence. Cela ajoutait de la variété au gameplay et récompensait différents types d'investissements au-delà des statistiques de combat. Les Pokéblocs, créés à partir de baies, permettaient aux joueurs d'améliorer les caractéristiques de leurs Pokémon pour les concours. Ce mini-jeu de mélange encourageait l'expérimentation et ajoutait un élément social puisque mélanger avec des amis donnait de meilleurs résultats. C'était une autre façon dont la série récompensait la coopération plutôt que la simple compétition. Les bases secrètes dans la 3e génération permettaient aux joueurs de créer des espaces personnalisés. Cachés dans des arbres et des grottes à travers ON, ces bases pouvaient être décorées avec des meubles et partagées avec des amis. Ce système de personnalisation donnait aux joueurs un sentiment d'appartenance dans le monde du jeu. Le concept de migration de Pokémon permettait aux créatures de voyager entre générations. Bien que limité et parfois compliqué, cela signifiait qu'un Pokémon attrapé dans les jeux originaux pouvait potentiellement être transféré vers les titres futurs. Cette continuité créait un attachement émotionnel puisque les joueurs pouvaient garder leur partenaire au fil des ans. Le service de banque Pokémon introduit dans les générations ultérieures rationalisait ce processus, permettant le stockage dans le cloud et le transfert entre les jeux. Pour les collectionneurs dévoués, cela signifiait qu'aucun Pokémon n'était jamais vraiment laissé derrière, préservant des années d'efforts et d'attachement à travers plusieurs générations matérielles. La communauté compétitive autour de Pokémon a évolué en un phénomène mondial. Ce qui avait commencé comme des batailles de cours d'école est devenu des tournois organisés avec des prix significatifs. Le championnat du monde. Pokémon attirait des joueurs du monde entier, élevant la série d'un simple jeu pour enfants à une arène compétitive légitime. Le concept de Smogon et de tiering créait une scène compétitive structurée. En catégorisant les Pokémon par niveau de force, la communauté assurait des combats équilibrés où la stratégie comptait plus que simplement utiliser les créatures les plus puissantes. Cela démocratisait la compétition, permettant à même des Pokémon plus faibles de trouver un rôle dans les bonnes équipes. L'introduction des formes régionales dans les générations ultérieures ajoutait de la fraîcheur aux espèces familières.
Voir des versions d'Alola ou de Galar de Pokémon Kanto créait de la nostalgie tout en offrant quelque chose de nouveau. Ces variations montraient comment l'adaptation environnementale pouvait changer des créatures familières, ajoutant de la profondeur évolutive à la tradition. Le concept de Gigamax, dans la 8e génération, étendait l'idée du changement de forme temporaire. Ces transformations agrandissaient non seulement les Pokémon, mais changeaient aussi leurs attaques et capacités de manière spectaculaire. Les raids Gigamax créaient des expériences coopératives où des groupes de joueurs s'unissaient contre des adversaires puissants. Le système d'échange Wonder ajoutait un élément de surprise aux échanges. Les joueurs envoyaient un Pokémon et recevaient un Pokémon aléatoire en retour, créant des moments de délice ou de déception. Ce système encourageait le partage et donnait aux nouveaux joueurs des chances d'obtenir des espèces rares grâce à la générosité de dresseurs vétérans. Le service d'échange global permettait des échanges asynchrones entre joueurs du monde entier. Au lieu de nécessiter une coordination en temps réel, les joueurs pouvaient déposer des Pokémon et demander des espèces spécifiques, permettant aux échanges de se produire même pendant le sommeil. Ce système mondial connectait la communauté de manière jamais vue auparavant. Les fonctionnalités en ligne de Pokémon évoluaient avec la technologie. De l'adaptateur Wi-Fi de la Nintendo DS au service Internet robuste de la Switch, la série s'adaptait toujours pour permettre aux joueurs de se connecter. Cette connectivité réalisait la vision originale de Tajiri d'un monde où les gens se réunissaient autour de leurs créatures. L'introduction de Pokémon Go en 2016 transformait la série en un phénomène culturel mondial. En utilisant la réalité augmentée et la géolocalisation, le jeu amenait les Pokémon dans le monde réel. Des parcs, des musées et même des monuments historiques devenaient des Pokéstops et des arènes, créant une expérience qui mêlait réalité et fiction de manière transparente. L'impact social de Pokémon Go était remarquable. Des personnes de tous âges descendaient dans les rues pour attraper des Pokémon, créant une expérience partagée qui transcendait les générations. Des événements communautaires rassemblaient des inconnus qui devenaient amis, grâce à une passion commune, incarnant l'esprit social original de la franchise. La série a aussi inspiré d'innombrables œuvres créatives de fans. Des fanarts au Romax, en passant par les animations originales, la communauté a étendu le monde de Pokémon de manière que les créateurs originaux n'auraient jamais pu imaginer. Cette créativité montre à quel point les gens se sont attachés à l'univers et à ses créatures. Le concept de ROM-Axe permettait aux fans de créer leur propre région et d'histoire. Des projets comme Pokémon Uranium et Pokémon Insurgence offraient des expériences entièrement nouvelles tout en honorant l'esprit de la série originale. Bien que non officiels, ces projets démontraient la passion de la communauté et la façon dont Pokémon inspirait la créativité. Les arrangements musicaux par des fans allaient de covers orchestrales à des remixes électroniques. Le thème du centre Pokémon en particulier a été réinterprété d'innombrables façons, chacune apportant une nouvelle perspective émotionnelle à la mélodie familière. Ces arrangements montraient comment la musique de Pokémon résonnait bien au-delà de son contexte de jeu original. Les compétitions de construction d'équipe créaient un aspect de puzzle à Pokémon. Équilibrer les types, les rôles et les synergies exigeait une réflexion approfondie. Des rôles comme les tanks, les sweepers et les walls avaient chacun leurs objectifs, et construire une équipe cohésive ressemblait à résoudre un puzzle complexe avec d'innombrables solutions. Le concept de metagame signifiait que les stratégies populaires évoluaient constamment. À mesure que les joueurs découvraient de nouvelles combinaisons, des contre-stratégies émergeaient, créant un paysage compétitif en constante évolution. Rester au courant des tendances actuelles nécessitait un apprentissage et une adaptation continue. La scène de speedrunning autour de Pokémon créait un défi entièrement différent. Au lieu de compléter le Pokédex ou de construire des équipes compétitives, les speedrunners visaient à terminer les jeux le plus rapidement possible. Cela impliquait d'exploiter des mécanismes, de planifier des routes optimales et d'exécuter des séquences précises.
transformant le jeu familier en un test de compétences. Les catégories comme Annie pour 100 et 100% offraient différents objectifs. Annie pour 100 se concentrait sur atteindre le générique final le plus vite possible, tandis que 100% exigeait de compléter chaque objectif dans le jeu. Ces catégories s'adressaient à différents types de speedrunners, de ceux recherchant l'efficacité pure à ceux embrassant les défis complets. Les glitches découverts par les speedrunners ajoutaient une autre couche de complexité. Des exploits comme les sauts de limite et la corruption de mémoire permettaient des raccourcis qui transformaient le jeu en un test technique. Ces glitches, bien que non intentionnels, créaient de nouveaux défis qui repoussaient les limites de ce qui était possible. Le concept de Nuzlocke a émergé comme une façon communautaire de jouer qui ajoutait du drame et du défi. Les règles étaient simples, si un Pokémon s'évanouissait, il était considéré comme mort et devait être relâché ou mis en boîte définitivement. Les joueurs ne pouvaient capturer que le premier Pokémon rencontré sur chaque route. Ces règles transformaient le jeu familier en une expérience tendue où chaque combat comptait. Les Nuzlocke créaient des récits émotionnels alors que les joueurs s'attachaient à leurs Pokémon qui pouvaient mourir à tout moment. Perdre un partenaire qui avait survécu depuis le début du jeu était déchirant, créant des enjeux rarement ressentis dans le gameplay normal. Ces expériences auto-imposées montraient à quel point la communauté embrassait la créativité dans la façon de s'engager avec la série. Les variantes comme Wedlock, Soullock et Hardcore Nuzlocke ajoutaient encore plus de règles et de restrictions. Chaque variation créait un défi unique qui gardait l'expérience fraîche, même pour les joueurs vétérans qui avaient terminé les jeux des dizaines de fois. Ce n'était plus juste jouer à Pokémon, c'était survivre. Le concept de shiny hunting est devenu une sous-culture à part entière. Des joueurs dévoués passaient à des centaines d'heures à réinitialiser leur jeu ou à parcourir de hautes herbes pour trouver des versions colorées alternativement de leurs Pokémon préférés. Les chances astronomiques rendaient chaque découverte incroyablement satisfaisante. Des méthodes comme le Masuda Method et les chaînes augmentaient légèrement les chances, donnant aux chasseurs plus de contrôle. Faire éclore des œufs avec des parents de régions différentes ou enchaîner des rencontres consécutives créaient de meilleurs taux, transformant la chasse shiny en une poursuite plus méthodique plutôt qu'une pure chance. Les communautés en ligne partageaient leurs découvertes shiny, célébrant les succès des autres. Des subreddits entiers et des serveurs Discord se consacraient à la chasse shiny, offrant des conseils, du soutien et de la camaraderie. Cette passion partagée créait des liens entre des étrangers unis par la recherche d'une lueur rare. Le concept de Pokémon vivant Dex, où les joueurs visaient à avoir chaque espèce stockée simultanément, représentait l'objectif ultime du collectionneur. Cela nécessitait non seulement de capturer chaque Pokémon, mais aussi de les organiser et de les stocker à travers plusieurs boîtes. Pour les complétionnistes, réaliser un Dex vivant était un badge d'honneur démontrant une dévotion ultime. La série a aussi inspiré des recherches académiques sur les mécanismes de jeu, la conception et l'engagement des joueurs. Des universitaires étudiaient comment Pokémon enseignait la pensée stratégique, encourageait l'interaction sociale et créait de l'attachement émotionnel. Ces études légitimaient Pokémon comme plus qu'un simple divertissement, mais comme un artefact culturel digne d'analyse sérieuse. Les modèles éducatifs basés sur Pokémon utilisaient la mécanique de capture et de collection pour enseigner la biologie et les écosystèmes. Les enseignants créaient des leçons qui liaient les types Pokémon à de vraies adaptations animales, utilisant quelque chose que les enfants aimaient déjà comme pont vers l'apprentissage académique. Cette approche montrait comment les franchises de divertissement pouvaient servir d'outils pédagogiques. Les programmes de thérapie incorporant Pokémon aidaient les enfants ayant des difficultés sociales. La nature structurée des combats et des échanges fournissait un cadre pour interagir avec les pairs. Les thérapeutes utilisèrent le jeu pour enseigner le tour de rôle, la sportivité et la communication, transformant quelque chose d'amusant en un outil thérapeutique. Le merchandising de Pokémon s'étendait bien au-delà des jeux.
Les peluches, vêtements, fournitures scolaires et même aliments présentaient des designs Pokémon. Cette saturation créait une présence constante dans la vie quotidienne, assurant que Pokémon n'était pas seulement quelque chose qu'on jouait, mais une partie de l'identité culturelle. La compagnie Pokémon a soigneusement géré la marque, assurant la cohérence à travers les supports. Des designs de personnages aux palettes de couleurs, tout suivait des directives strictes. Cette attention aux détails maintenait l'intégrité de la franchise même quand elle se développait dans de nouveaux territoires et formats. Le centre Pokémon de Tokyo devint un lieu de pèlerinage pour les fans. Ce magasin exclusif offrait des marchandises qui ne pouvaient être trouvées nulle part ailleurs, créant une destination pour les touristes et les collectionneurs. L'expérience d'acheter dans un magasin entièrement consacré à Pokémon était magique, transformant le shopping en une partie de l'aventure. Les événements Pokémon organisés dans le monde entier rassemblaient des fans pour des batailles, des échanges et des célébrations. Ces rassemblements créaient un sentiment de communauté, où des personnes qui pourraient autrement ne jamais se rencontrer partagèrent leur amour pour la franchise. L'élément social que Tajiri avait envisagé à l'origine était pleinement réalisé lors de ces événements. Le championnat du monde Pokémon représentait le summum du jeu compétitif. Des joueurs du monde entier se qualifiaient à travers des tournois régionaux, aboutissant à un événement final où les meilleurs s'affrontaient. Les stakes étaient élevés, avec des titres et des prix significatifs en jeu, élevant Pokémon au statut d'esport légitime. Le format double, qui dominait le jeu compétitif officiel, ajoutait de la complexité par rapport au combat en solo des jeux principaux. La synergie entre partenaires, le ciblage et le timing devenaient cruciaux. Des stratégies comme Trick Room, Tailwind et Rain Dance créaient des conditions qui favorisaient un différent style d'équipe, assurant qu'aucune approche unique ne dominait. Le concept de Teams standard, où certaines combinaisons Pokémon apparaissaient fréquemment, montrait comment le méta évoluait. À mesure que les joueurs découvraient des synergies efficaces, ces équipes se répandaient, créant un environnement où innover signifiait trouver des contre-stratégies ou découvrir de nouvelles combinaisons non testées. Les joueurs iconiques comme Wolf-Glick et Ray-Rizzo devenaient des célébrités au sein de la communauté. Leurs victoires au championnat inspiraient d'autres à améliorer leur jeu. Des guides de stratégie, des flux et du contenu YouTube de ces joueurs aidaient à diffuser des connaissances, rendant le jeu compétitif plus accessible aux nouveaux venus. La tradition continuellement expansive de Pokémon ajoutait de la profondeur à chaque nouvelle génération. Les régions n'étaient là pas seulement des cartes, mais des lieux avec des histoires, des mythes et des cultures. Les Pokémon légendaires incarnaient souvent des forces de la nature ou des concepts abstraits, créant des récits qui résonnaient au-delà du simple gameplay. Les Pokémon de type Fée, introduits dans la 6e génération, ne concernaient pas seulement l'équilibrage du type Dragon. Ils apportaient un élément fantaisiste et magique qui ajoutait de la variété au roster. Des Pokémon comme Mimikyu et Flabébé avaient des designs qui se sentaient distincts des types établis, rafraîchissant l'esthétique de la série. Le système de méga-évolution, bien que controversé, ajoutait de l'excitation au combat. Voir des Pokémon favoris se transformer en forme plus puissante créait des moments de spectacle. La limite d'une méga-évolution par bataille assurait que le timing et le choix stratégique comptaient, empêchant qu'elle ne devienne écrasante. Le retrait de certains mécanismes comme les méga-évolutions et les Z-Moves dans les générations ultérieures montrait la volonté des développeurs d'expérimenter. Bien que les fans débattaient de ces décisions, elle gardait la série fraîche en introduisant de nouvelles mécaniques comme Dynamax et Terrastalisation, assurant que chaque génération offrait quelque chose d'unique. Les terres sauvages introduites dans la 8e génération créaient des environnements ouverts où les Pokémon erraient visiblement. Cela s'éloignait des rencontres aléatoires traditionnelles permettant aux joueurs de choisir avec quelle créature interagir.
Le changement rendait l'exploration plus engageante puisque voir les Pokémon dans leurs habitats ajoutait de l'immersion. Les raids Dynamax dans les terres sauvages encouragèrent le jeu coopératif. Des groupes de 4 joueurs s'unissaient pour combattre des Pokémon géants, créant des défis qui nécessitaient coordination et stratégie. Ces raids offraient des récompenses rares, motivant les joueurs à participer régulièrement. Le système de camping permettait aux joueurs d'interagir avec leurs Pokémon en dehors des combats. Cuisiner du curry, jouer avec des jouets et simplement passer du temps ensemble renforçait le lien entre dresseurs et Pokémon. Ces moments calmes équilibraient l'action du combat, rappelant aux joueurs que Pokémon concernait les relations, pas seulement la puissance. Les cartes Currydex ajoutaient un objectif de collection supplémentaire. Expérimenter avec différents ingrédients et bases pour créer de nouveaux currys était un mini-jeu relaxant qui récompensait l'exploration et l'expérimentation. Compléter le dex de curry donnait un sentiment d'accomplissement distinct de la complétion du Pokédex. L'aspect nostalgique de Pokémon ne peut être surestimé. Pour beaucoup, les jeux évoquent des souvenirs d'enfance de jouer sur des Game Boys pendant les longs trajets en voiture, d'échanger des cartes à la récréation ou de regarder l'animé après l'école. Ces souvenirs créent une connexion émotionnelle qui transcende la qualité réelle de tout jeu individuel. Les remakes comme Fire Red, Leaf Green, Heart Gold et Soul Silver permettaient aux nouvelles générations de revivre les histoires classiques avec des graphismes et des mécanismes modernes. Ces remakes équilibraient la nostalgie avec l'amélioration, préservant ce qui rendait les originaux spéciaux tout en corrigeant leurs limites. Le débat sur quel jeu ou génération est le meilleur est sans fin au sein de la communauté. Certains défendent la simplicité de la génération 1, tandis que d'autres préfèrent les systèmes complexes des entrées ultérieures. Cette diversité d'opinions montre comment Pokémon a évolué pour servir différents goûts et préférences. L'inclusion de retours de fans dans les jeux ultérieurs montre que les développeurs écoutent leur communauté. Des fonctionnalités comme le rejet automatique des attaques répétitives et les indicateurs de type efficace ont été ajoutés en fonction des retours des joueurs, améliorant la qualité de vie sans simplifier à l'excès le jeu. Le concept de mascotte régionale créait des icônes reconnaissables pour chaque génération. Pikachu pour Kanto, Marill pour Johto, Poussifeu pour Hoenn, chaque région avait des Pokémon qui devenaient synonymes de cette ère. Ces mascottes aidaient à commercialiser les nouveaux jeux tout en devenant des symboles chéris pour les fans. La philosophie de design de garder les Pokémon mignons mais mémorables garantissait un large attrait. Même les créatures les plus féroces avaient souvent des éléments de design adorables. Cet équilibre entre mignon et cool permettait à Pokémon de plaire à la fois aux jeunes enfants et aux joueurs plus âgés sans s'aliéner ni l'un ni l'autre. Les thèmes environnementaux tissés à travers la série ajoutaient de la profondeur. De la pollution de Grimaire à la déforestation affectant les habitats, Pokémon abordait subtilement des problèmes écologiques. Ces messages enseignaient aux enfants l'importance de la conservation et du respect de la nature à travers des récits engageants. Le concept de coexistence entre humains et Pokémon était central à la philosophie de la série. Les jeux montraient constamment des exemples de partenariats mutuellement bénéfiques où les deux parties grandissaient ensemble. Ce thème positif résonnait avec des publics de tous âges, enseignant l'empathie et le respect. Les Pokémon mythiques, comme Mew, Celebi et Jirachi, ajoutaient une couche de mystère. Ces créatures étaient souvent distribuées lors d'événements spéciaux, les rendant exclusives. Posséder un Pokémon mythique donnait un sentiment d'avoir quelque chose de rare et de spécial, ajoutant de la valeur au-delà des simples statistiques. Les films Pokémon utilisaient souvent ces mythiques comme points focaux, explorant leurs histoires et leurs capacités. Ces films introduisaient de nouveaux Pokémon au public avant leur disponibilité dans les jeux, créant de l'anticipation et de l'excitation. La synergie entre les médias gardait la franchise dynamique et engageante. Le thème récurrent de l'amitié et de la persévérance dans les films résonnait avec des publics mondiaux.
Des histoires sur le dépassement des différences, la protection des uns des autres et le refus d'abandonner créaient des moments émotionnellement percutants qui élevaient Pokémon au-delà du simple divertissement. La performance vocale de Ikue Otani en tant que Pikachu est devenue iconique. Sa capacité à transmettre l'émotion à travers des variations de Pika et Chou donnait au personnage une profondeur qui transcendait les barrières linguistiques. Ce choix vocal unique rendait Pikachu reconnaissable mondialement. Les relations entre Sacha et ses compagnons dans l'anime modélisaient l'amitié saine et le travail d'équipe. Chaque compagnon apportait des perspectives et des objectifs différents, enseignant aux spectateurs sur la diversité et l'acceptation. Ces dynamiques créaient des arcs narratifs engageants qui gardèrent les spectateurs investis sur plusieurs saisons. Les batailles d'arène dans l'anime ajoutèrent du drame et de l'enjeu que les jeux ne pouvaient pleinement saisir. Voir les stratégies se déployer visuellement, avec une musique dramatique et des séquences d'action, rendait chaque victoire satisfaisante. Les défaites enseignaient la résilience, montrant qu'échouer faisait partie du voyage vers l'amélioration. La Team Rocket en tant que trio comique fournissait un soulagement récurrent. Bien que techniquement des antagonistes, Jesse, James et Meowth étaient plus sympathiques que menaçants. Leurs plans élaborés se terminant par des échecs créaient de l'humour tout en les rendant attachants malgré leurs mauvaises intentions. Le concept de thèmes régionaux dans les noms des villes s'étendait au-delà de Kanto. Johto utilisait des thèmes floraux, Oen se concentrait sur des termes météorologiques et Sinnoh incorporait des références mythologiques. Ce choix de conception subtile mais délibérée ajoutait de la cohésion à chaque région, créant des identités distinctes. Le motif récurrent d'un professeur offrant des starters créait un rituel de passage pour chaque nouveau jeu. Le choix entre 3 types créait le premier moment décisionnel significatif, établissant le ton pour le voyage. Ce choix initial devenait souvent définitoire puisque les joueurs formaient des attachements forts à leur starter. L'évolution des starters en forme finale puissante récompensait la loyauté. Les joueurs qui gardaient leur starter tout au long du jeu voyaient leurs partenaires grandir de faibles débutants à des combattants formidables. Cette progression reflétait le voyage du joueur lui-même, créant une résonance narrative. Le débat sur quel starter choisir créait des discussions sans fin entre amis. Les préférences de type, les designs et les forces compétitives informaient tous ces décisions. Ces conversations faisaient partie du tissu social de Pokémon, où les choix personnels reflétaient l'identité et les priorités. Le concept d'œuf Pokémon ajoutait un élément de soin. Transporter un œuf nécessitait que les joueurs marchent un certain nombre de pas, créant de l'anticipation quant à ce qui allait éclore. Ce mécanisme renforçait le lien entre dresseurs et Pokémon dès avant même la naissance. Les attaques d'œufs, héritées des parents, créaient des opportunités de créer des Pokémon avec des movesets uniques. Cette mécanique de reproduction ajoutait de la profondeur pour les joueurs compétitifs tout en restant facultative pour les joueurs occasionnels. L'équilibre entre accessibilité et complexité était une caractéristique de la conception de Pokémon. Le système de groupe 2 déterminant la compatibilité de reproduction ajoutait une logique biologique. Les Pokémon ne pouvaient se reproduire qu'avec des espèces similaires, créant un système qui avait du sens dans l'univers. Cette attention aux détails rendait le monde plus crédible malgré sa nature fantastique. Le concept de Pokémon masqué comme métamorphe fournissait un partenaire de reproduction universel. Cette flexibilité aidait les joueurs à élever des espèces autrement difficiles à obtenir. Métamorphe devenait un outil précieux pour les collectionneurs sérieux et les reproducteurs compétitifs. Le mystère entourant Métamorphe et sa connexion potentielle à Mew ajoutait des couches de tradition. Les fans théorisaient que Métamorphe pourrait être un clone raté de Mew basé sur leur coloration shiny, partagée et leur capacité d'apprendre. Transformation. Bien que jamais confirmée, ces théories enrichissaient la tradition à travers la spéculation communautaire. Le concept de formes alternatives pour certains Pokémon ajoutait de la variété.
Des créatures comme Motisma, avec ses différentes formes d'appareils, ou Deoxys, avec ses formes axées sur les statistiques, montraient que tous les Pokémon ne devaient pas être statiques. Ces variations ajoutaient de la flexibilité stratégique et de la réjouabilité. Les différences de genre introduites dans la deuxième génération ajoutaient de subtiles variations visuelles. Certains Pokémon avaient des marques distinctives basées sur le genre, ajoutant du réalisme. Bien que petites, ces différences récompensaient l'observation attentive et rendaient le monde plus riche. Le concept de groupe 2, ajoutant des détails taxonomiques, créait une profondeur biologique. Comprendre quels Pokémon étaient liés à travers des groupes 2 ajoutait une couche éducative subtile. Il encourageait les joueurs à penser aux relations évolutives et aux similitudes physiques. L'inclusion de bébés Pokémon nécessitant l'encens pour se reproduire ajoutait de la complexité. Ces espèces comme Azuril ou Mime Jr. nécessitaient que les parents tiennent des objets spécifiques, créant une connaissance spécialisée nécessaire pour les collectionneurs complets. Cela récompensait les joueurs dévoués qui exploraient tous les systèmes du jeu. Le mécanisme de bonheur affectant l'évolution pour des créatures comme Noctali et Mentali ajoutait une dimension émotionnelle. Les joueurs devaient activement prendre soin de leurs Pokémon, créant des liens avant l'évolution. Ce système renforçait le thème que les relations comptaient plus que la simple puissance. Les évolutions basées sur le lieu, comme le mont Coronet pour Magnéti, ajoutaient des connexions géographiques. Ces évolutions encourageaient l'exploration et récompensaient les joueurs qui revisitaient des zones avec différents membres d'équipe. Cela rendait le monde plus interconnecté et dynamique. Les évolutions basées sur le temps comme les formes jour, nuit d'Evoli ajoutaient une considération temporelle. Les joueurs devaient planifier quand faire évoluer certains Pokémon, ajoutant une autre couche de décision. Ces mécanismes gardaient-elles l'évolution intéressante au-delà de simplement atteindre un certain niveau? Le concept d'évolution d'échange était autant une fonctionnalité sociale qu'une mécanique de jeu. Cela nécessitait que les joueurs se connectent avec d'autres, encourageant l'interaction. Pour ceux sans partenaire d'échange, ces évolutions devenaient particulièrement précieuses, ajoutant un défi supplémentaire. Les objets d'évolution comme les pierres ajoutaient du choix et du timing. Au lieu d'évolutions automatiques de niveau, les joueurs décidaient quand utiliser ces objets. Cela permettait de garder les Pokémon sous formes évolues plus longtemps ou de contrôler quand certaines attaques étaient apprises. Le regret de faire évoluer trop tôt et de manquer des attaques apprises enseignait aux joueurs sur la prévoyance. Cette leçon subtile sur la patience et la planification s'étendait au-delà du jeu, enseignant la pensée stratégique d'une manière que les enfants pouvaient absorber naturellement. L'introduction des rappeleurs de capacité qui pouvaient réapprendre des attaques oubliées atténuait certains de ces regrets. Pour un coup, les joueurs pouvaient récupérer des attaques, créant une flexibilité. Cet équilibre entre conséquences permanentes et possibilités de correction évoluait avec la compréhension de la série de la conception conviviale pour l'utilisateur. Le système de CS exigeant que certaines attaques se soient abortées pour naviguer créait des compromis. Des capacités comme surf et vol étaient utiles dans les combats, tandis que d'autres comme coupe ou force étaient principalement utilitaires. Équilibrer l'utilité d'exploration avec la force de combat ajoutait une considération stratégique à la composition d'équipe. Le retrait du système de CS dans les générations ultérieures montrait l'évolution de la conception. Les joueurs n'avaient plus besoin de sacrifier des emplacements de capacité pour le déplacement, rationalisant l'expérience. Bien que certains aient manqué l'ancien système, le changement rendait globalement les équipes plus flexibles. Le concept de Pokémon cavalier dans les générations ultérieures visuellement montrait votre partenaire vous portant. Voler sur un Dracofeu ou surfer sur un Laviathan créait des moments visuellement satisfaisants qui renforçaient le lien. Ces touches ajoutaient de l'immersion, transformant les mouvements utilitaires en expériences mémorables. Le système de badge en tant que porte de progression assurait que les joueurs ne se précipitaient pas dans des zones trop difficiles. Chaque badge débloquait de nouvelles capacités, créant une cadence régulière de découverte.
Cette progression gardait le voyage structuré sans jamais se sentir trop linéaire. La tradition derrière les leaders d'arène ajoutait de la personnalité à chaque défi. Ils n'étaient pas de simples obstacles, mais des personnages avec des histoires et des motivations. Dans l'animé, cette personnalité s'étendait encore plus, rendant chaque bataille d'arène significative au-delà du simple gain d'un badge. Le concept de rematch d'arène dans certains jeux permettait aux joueurs de revisiter les défis avec des équipes de niveau supérieur. Cela ajoutait de la rejouabilité post-jeu et récompensait les joueurs qui voulaient continuer à tester leurs compétences. Voir les leaders devenir plus forts reflétait la propre progression du joueur. Les types de spécialisation des arènes créaient des défis prévisibles qui enseignaient la stratégie. Savoir que l'arène suivante serait de type feu encourageait les joueurs à préparer des contre-Pokémon, enseignant la prévoyance. Cette structure guidée aidait les nouveaux joueurs à apprendre les match-ups de type naturellement. Les puzzles d'arène ajoutaient de la variété au-delà du simple combat. De la navigation dans l'obscurité de l'arène spectre au puzzle de glisse de l'arène glace, ces défis testaient différentes compétences. Ils gardaient les arènes fraîches, assurant que chacune avait une identité unique au-delà de juste son type. L'anticipation de recevoir un badge après une victoire difficile créait de la satisfaction. Le son du jingle de badge et la mise à jour visuelle de l'écran du boîtier à badge étaient gratifiants. Ces petits moments célébraient le progrès d'une manière qui motivait les joueurs à continuer. La route victoire servait de vérification finale des compétences avant la Ligue Pokémon. Sa longueur, ses rencontres difficiles et ses puzzles obligeaient les joueurs à gérer soigneusement les ressources. Émerger de l'autre côté préparé pour les 4 donnait une confiance méritée. L'importance narrative du voyage vers la Ligue créait un momentum. Chaque badge, chaque ville et chaque combat construit isait vers ce moment. La structure du jeu guidait naturellement les joueurs vers cet objectif, créant un arc de héros satisfaisant. La musique de la Ligue des Champions était épique et mémorable. Ces notes dramatiques signalaient que ce combat était le plus important. Cette élévation musicale transformait la bataille finale d'une simple mécanique en un moment émotionnellement chargé qui restait avec les joueurs pendant des années. Au cœur de tout, le Pokémon a toujours valorisé l'aventure, l'amitié et la découverte. Ces thèmes universels résonnent à travers les cultures et les générations. La simplicité de l'exploration avec des compagnons à vos côtés demeure intemporelle, assurant que Pokémon continuera de captiver de nouveaux publics pour les années à venir. Le voyage à travers Kanto, Johto et au-delà n'est pas juste une question de collecter des créatures, c'est une question de grandir, d'apprendre et de former des liens qui durent bien au-delà du générique final. Chaque joueur peint sa propre aventure, créant des souvenirs uniques à leur expérience. Le thème de la palette de couleurs nommant les villes de Kanto soulignait la créativité et l'imagination, suggérant que chaque voyage ressemblait à peindre sa propre histoire. Les régions ultérieures adopteraient des thèmes de nommage similaires comme les fleurs ou les bijoux, mais la palette de couleurs originale reste iconique. L'attaque-destruction était plus qu'une simple attaque puissante. Dans le codage original, elle doublait la statistique d'attaque de l'utilisateur avant de calculer les dégâts, ce qui expliquait pourquoi elle frappait si fort. Des Pokémon comme Electrode et Grolem devenaient notoires pour cette tactique, capables d'éliminer même des adversaires costauds au prix de leur propre survie. Bien que les jeux ultérieurs aient ajusté sa force, Destruction a laissé sa marque comme l'une des attaques les plus dramatiques de la franchise. À Johto, la mythologie de la région était profondément liée à la tour cendrée. Quand le feu a consumé la structure, Ho-Oh a ressuscité 3 Pokémon tombés, donnant naissance à Raikou, Entei et Suicune. Cette histoire mélangeait catastrophes naturelles, pertes et renouveau, montrant comment mythe et gameplay pouvaient être connectés. Le symbolisme de la Renaissance reflétait le thème général de Johto, contrastant avec l'accent plus simple de Kanto sur l'exploration et l'aventure. Un autre détail culturel intéressant provient des couleurs de toit des centres Pokémon. Alors que les toits rouges étaient la norme au Japon, les versions internationales des jeux les changeaient parfois en bleu.
C'était pour éviter la confusion avec les symboles médicaux réels, assurant que les joueurs voyaient les centres Pokémon comme des espaces de guérison fictifs. Cette variation créait une petite mais mémorable différence entre les régions. La troisième génération a introduit les capacités, mais l'une des plus négligées était fermeté. Dans les premiers jeux, fermeté empêchait seulement les attaques KO en un coup, comme en Palcorne ou Guillotine, de fonctionner. Plus tard, elle a été retravaillée pour permettre à un Pokémon de survivre à n'importe quelle attaque depuis la pleine santé. Ce petit changement a transformé des créatures fragiles comme Rakayu ou Magnéti en partenaires étonnamment résilients, montrant comment les ajustements d'équilibre pouvaient complètement changer la façon dont une capacité était utilisée. L'anime Pokémon portait aussi ses propres particularités dans la localisation. Certains blagues de fond et références culturelles dans les épisodes japonais étaient modifiées ou supprimées lors de la traduction. Par exemple, les enseignes dans les magasins ou les affiches contenaient souvent des jeux de mots qui ne se transposaient pas en anglais. Le besoin de redessiner les arrière-plans créait des différences subtiles, faisant des versions internationales leur propre expérience unique pour les fans. Une autre fonctionnalité négligée des jeux Kanto était la limitation à un seul fichier de sauvegarde. Les cartouches ne pouvaient stocker qu'une seule aventure à la fois, ce qui signifiait que les frères et sœurs devaient souvent partager. Cela a conduit à de nombreux souvenirs d'enfance de progression accidentellement écrasés ou de disputes sur le tour de qui c'était de jouer. Bien que frustrant à l'époque, cette limitation est devenue partie intégrante de la nostalgie partagée qui a défini les premiers jours de la franchise. L'introduction des chaussures de course dans les générations ultérieures marquait un changement de rythme. À Kanto et Johto, le déplacement rapide était limité au vélo, mais dès la troisième génération, les développeurs ont réalisé que marcher semblait trop lent pour les joueurs modernes. Les chaussures de course équilibraient cela en offrant de la vitesse sans accorder immédiatement l'accès au vélo. C'était une simple amélioration de qualité de vie, mais elle symbolisait comment la série évoluait pour répondre aux attentes des joueurs au fil du temps. La conception du Conseil des Quatre n'était pas toujours gravée dans le marbre. Les premières ébauches, pour les jeux Kanto, suggéraient que le défi final serait un donjon massif où chaque chambre testerait différentes compétences comme la stratégie, l'endurance ou la force. Les retours des tests de jeu ont convaincu les développeurs de diviser cela en 4 dresseurs distincts. À la place, chacun avec sa propre spécialité. Cette décision a créé une tradition qui s'est poursuivie dans presque toutes les régions, faisant du Conseil des Quatre l'un des éléments les plus emblématiques de la franchise. Les grottes de Kanto, comme le mont Sélénite, étaient aussi conçues comme des épreuves d'endurance. Les développeurs voulaient tester si les joueurs s'étaient correctement préparés avec des repousses, des objets de soins et des cordes. Sorties, les rencontres aléatoires dans l'obscurité pouvaient être frustrantes, mais émerger de la grotte vers des cieux ouverts créait un sentiment d'accomplissement. Ces zones difficiles n'étaient pas juste des obstacles, mais des outils d'enseignement renforçant la patience et la gestion des ressources. Un détail charmant sur les centres Pokémon est leur jingle de guérison. La courte mélodie qui joue quand une équipe est restaurée est devenue si emblématique que les générations ultérieures l'ont gardée avec seulement de légères variations. Junichi Masuda a déclaré que la mélodie avait été délibérément écrite pour être simple et réconfortante, afin que les joueurs ressentent un sentiment de soulagement chaque fois qu'ils l'entendaient. Cette touche musicale a transformé une petite action de routine en l'un des sons les plus reconnaissables du jeu vidéo. L'introduction des Pokémon chromatiques à Johto a conduit à des années de spéculation sur les chances cachées. Avec une probabilité de seulement 1 sur 8192, beaucoup de joueurs n'en ont jamais vu un naturellement. Pour s'assurer que tout le monde vivait cette fonctionnalité, les développeurs ont inclus le Léviator rouge au lac Colère. Cela garantissait que les Shiny fassent partie de la mémoire collective. Même pour ceux qui n'en ont jamais croisé un dans la nature, un autre détail négligé est comment les cartouches de jeu parvenaient à stocker autant de contenu.
Les jeux Kanto contenaient plus de 150 Pokémon, des dizaines de villes et d'innombrables systèmes de combat dans moins d'un mégaoctet. Cela a été accompli grâce au recyclage constant des ressources. Les bâtiments des villes réutilisaient souvent les mêmes tuiles. Les cris étaient modifiés différemment pour représenter plusieurs espèces, et les sprites étaient modifiés juste assez pour donner l'illusion de variété. C'était un triomphe de programmation créative. L'anime Pokémon donnait à de nombreux champions d'arène plus de personnalité que les seuls jeux. Morgane, la championne Psy, était représentée avec un comportement étrangement inquiétant, tandis que le tempérament fougueux d'Ondine la faisait ressortir comme plus qu'une simple spécialiste. Ces expansions aidaient les enfants à se connecter avec les personnages à un niveau plus profond, mêlant les mondes de la télévision et des jeux en une seule expérience continue. L'un des glitches les plus célèbres de la série, connu sous le nom de Missing No, n'était jamais censé apparaître. C'était simplement un espace réservé pour des emplacements de données vides. Mais les joueurs l'ont découvert en surfant le long de la côte près de l'île Cramoisil. Interagir avec Missing No pouvait dupliquer des objets dans le sac d'un joueur, en faisant l'un des secrets de cours d'école les plus discutés des années 1990. Ce qui était essentiellement une erreur de programmation est devenu un morceau légendaire de l'histoire du jeu vidéo. Le monde Pokémon a également inspiré l'éducation scientifique dans le monde réel. Les enseignants ont remarqué que les enfants qui jouaient au jeu développaient une curiosité pour la biologie, l'évolution et même la génétique. Les salles de classe utilisaient des exemples de Pokémon pour expliquer les écosystèmes et l'adaptation, transformant le divertissement en outil éducatif. Ce qui avait commencé comme un passe-temps a suscité de manière inattendue un intérêt scientifique à travers toute une génération. L'une des particularités de la catégorisation précoce des attaques était que le split physique spécial était lié au type. Par exemple, chaque attaque feu était considérée comme spéciale, même si elle impliquait un contact physique direct. Cela signifiait que certains Pokémon ne pouvaient pas pleinement utiliser leurs statistiques jusqu'à ce que la 4e génération corrige le système. Le changement a entièrement remodelé le jeu compétitif, ouvrant des possibilités pour des stratégies qui avaient été impossibles auparavant. La Pokéflûte, inspirée de la flûte de bambou shakuhachi, symbolisait l'harmonie avec la nature. Au lieu de forcer les joueurs à vaincre Ronflex en combat, elle permettait de le réveiller paisiblement. Ce petit choix de conception renforçait le thème que tous les obstacles ne devaient pas être surmontés par le combat. La musique et la compassion pouvaient être tout aussi puissantes, créant un équilibre dans le monde. Au cœur de tout, du Pokémon était resté cohérent à travers les décennies. Des sprites pixelisés de Kanto aux vastes régions en monde ouvert sur les consoles modernes, le rêve central de collectionner, explorer et créer des liens avec les créatures n'a jamais changé. Cette cohérence explique pourquoi les parents, les enfants et même les grands-parents peuvent tous partager le même sentiment d'émerveillement. Le monde évolue, mais l'esprit d'aventure avec des compagnons à vos côtés reste intemporel.